Le matin du 23 octobre 1998, le docteur Barnett A. Slepian, âgé de 52 ans, est rentré chez lui depuis sa synagogue locale après un service commémoratif pour son défunt père. Né en avril 1946, le docteur Slepian était le fils de 2 immigrants soviétiques de première génération qui ont fondé une famille à Cambridge, Massachusetts. Il a d'abord obtenu un diplôme en zoologie à l'université de Denver, puis s'est tourné vers l'étude de la médecine à l'université autonome de Guadalajara, au Mexique. Après avoir terminé ses études de médecine, le docteur Slepian s'est installé dans le nord de l'État de New York et a ouvert un grand cabinet privé d'obstétrique et de gynécologie dans la ville de Buffalo. Le cabinet offrait une large gamme de services, allant des frottis et des traitements de l'infertilité aux soins prénatals et à l'accouchement. Le docteur Slepian a acquis une grande popularité parmi ses patients, qui parlaient de sa chaleur, de sa sincérité et de sa compétence professionnelle. Mais dans d'autres cercles, Slepian n'était pas seulement impopulaire, il était profondément détesté. En raison de son travail dans la pratique des avortements, le docteur Slepian était la cible de certains des militants anti-avortement les plus féroces du pays. Des manifestants de tous les États-Unis se rendaient au cabinet du docteur Slepian. Certains protestaient en silence, tandis que d'autres étaient beaucoup plus véhéments. Assassin de porcs et monstre n'étaient que quelques-unes des insultes adressées au docteur Slepian, mais il s'efforçait de maintenir la politique, la religion et la médecine séparées et se concentrait sur la fourniture de soins aux femmes et aux jeunes filles qui en avaient besoin. Le docteur Slepian minimisait les protestations avec son humour sec caractéristique et calmait souvent les craintes des infirmières et des autres employés en apportant des paniers remplis de fruits ou de produits de boulangerie à son cabinet. « Il était extrêmement collégial avec moi personnellement », a déclaré l'un de ses collègues, laissant tout de côté et venant à mon aide lors de ma première semaine lorsque je m'inquiétais pour un patient. De plus, au lieu de me critiquer pour avoir interrompu sa journée, il m'a félicité pour mon souci. Il n'est pas clair si le docteur Slepian assistait aux funérailles de son père ou plutôt à un service commémoratif hébraïque spécial connu sous le nom de Yahrzeit qui a lieu à l'anniversaire du décès d'un être cher. Dans tous les CA, le service avait eu lieu très tôt le matin et le docteur était rentré chez lui vers 10 heures du matin. Le docteur Slepian est entré dans sa cuisine et a commencé à réchauffer une casserole de soupe comme partie d'un petit déjeuner tardif. Puis, alors qu'il remuait le fond de la casserole avec une cuillère en bois, la petite fenêtre en verre en face de lui s'est brisée et une force soudaine l'a frappé de plein fouet sur un côté de la clavicule. Après que le docteur Slepian soit tombé en arrière, s'effondrant sur le sol de sa cuisine, il est possible qu'il n'ait été conscient que pendant quelques secondes avant de décéder. La balle qui a traversé sa gorge n'a pas seulement perforé plusieurs vaisseaux sanguins importants, mais a aussi brisé sa colonne vertébrale, le laissant complètement insensible du cou vers le bas. Une mort indolore aurait pu être un petit soulagement, mais elle a été complètement éclipsée par le fait que le jeune fils du docteur Slepian, assis à la table de la cuisine à seulement quelques mètres, a été forcé de voir la mort de son père. Quelques minutes plus tard, la mère de l'enfant a compris la situation et a couru pour composer le 911, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard, et l'homme qui avait passé sa matinée à pleurer la perte de son père a été tragiquement envoyé le rejoindre. Il n'y a aucun doute, a déclaré le gouverneur de New York, George Pataki. C'est un acte de terrorisme, un meurtre de sang-froid. Cela va au-delà d'une tragédie, et le docteur Slepian nous manquera. À Washington, D.C., la procureure générale des États-Unis, Janet Reno, a promis que le gouvernement fédéral ferait tout son possible pour localiser et poursuivre les responsables de ce meurtre. La procureure générale Reno a également déclaré qu'elle et ses collègues enquêtaient activement sur la possibilité que le docteur Slepian ait été tué en raison de son travail dans la fourniture de services de planification familiale. Le gouvernement fédéral continuera sa défense vigilante des droits protégés par la Constitution pour fournir et obtenir des services de santé reproductive, a déclaré Reno. Dans les semaines précédant l'assassinat du docteur Slepian, il avait été visité par des membres du FBI qui l'avaient averti d'une menace crédible et inquiétante contre sa vie. Au cours des années précédentes, 4 autres médecins pratiquant des avortements avaient été victimes d'attaques de tireurs solitaires, certains dans le nord de l'État de New York et d'autres dans l'extrême est du Canada. Mais malgré les avertissements qu'il pourrait lui aussi devenir une cible, le docteur Slepian a refusé de se laisser intimider.
Étant donné que son assassinat correspondait aux caractéristiques criminelles des 4 attaques précédentes, la police a rapidement supposé que l'assassinat du docteur Slepian était l'œuvre de radicaux anti-avortement, en particulier de ceux sous l'influence du pasteur Philip Flip Benham. Bien que les partisans des 2 côtés du débat sur l'avortement aient traditionnellement appelé au dialogue pacifique et productif, Benham a publiquement rejeté le pacifisme sous toutes ses formes. Que quelqu'un s'arroge le droit d'être juge, jury et bourreau est une pure malveillance, a déclaré Karen Pryor, qui s'est présentée au poste de lieutenant-gouverneur de New York sur la liste du Parti du droit à la vie, anti-avortement. Benham a qualifié son attitude de regrettable. À moins que l'avortement ne soit interdit dans ce pays, a déclaré Benham une fois, nous sommes promis à plus de sang versés dans les rues, d'une manière qui rendra malades même les plus forts d'entre nous. Le FBI aurait approché le pasteur Benham après l'assassinat du docteur Slepian, mais on leur a dit qu'il cherchait au mauvais endroit. Slepian a été un meurtrier pendant longtemps, aurait dit Benham, mais je ne peux pas soutenir le meurtre et je suis triste d'apprendre sa mort. En fait, Benham n'avait entendu aucune rumeur de tireur ou de tueur dans ces cercles évangéliques, mais ce qu'il avait entendu dire, c'était qu'un certain site web semblait être au courant de la mort du docteur Slepian avant tout le monde. Un site web appartenant à un groupe connu sous le nom de « Les Agneaux du Christ ». Selon Flip Benham, moins d'1 heure après l'assassinat du docteur Slepian, une mise à jour inquiétante a été publiée sur la page web des Agneaux du Christ. C'était un simple fichier JPEG en noir et blanc montrant le nom du docteur Slepian, mais avec une ligne tracée à travers lui. Également connue sous le nom de « Les âmes victimes de l'enfant à naître », l'organisation a été fondée par Norman Westland en 1988 et est devenue l'un des groupes d'activistes anti-avortement les plus agressivement militants du monde. En 1992, le magazine Time a décrit les Agneaux du Christ comme l'organisation pro-vie la plus zélée et agressive et a détaillé les tactiques qu'ils utilisaient dans l'espoir de fermer toutes les cliniques d'avortement aux États-Unis. Les militants tentaient souvent de bloquer les cliniques de planification familiale en se chaînant ou en se collant aux portes ou au matériel pour perturber les opérations de la clinique. À un moment donné, Westland a encouragé ses partisans à appliquer du béton à prise rapide sur leurs mains ou leurs pieds, ignorant les brûlures chimiques douloureuses qu'ils subiraient pendant le processus. « Plus il nous faut de temps pour nous libérer, disait-il, plus longtemps ces machines à tuer resteront éteintes. » Le FBI a commencé à enquêter sur tous les membres des Agneaux du Christ, établissant des alibis pour chacun d'eux, sauf un. Personne n'avait vu l'homme de 44 ans nommé James Charles Kopp depuis le jeudi 22 octobre, et lorsque les agents fédéraux se sont rendus à son domicile à Saint-Alban, Vermont, personne n'était à la maison. D'une manière ou d'une autre, Kopp a été le seul membre des Agneaux du Christ à réussir à leur échapper. Pour mieux comprendre l'homme qui allait rapidement devenir leur principal suspect, les agents du FBI ont commencé à creuser dans ses antécédents professionnels et criminels. Kopp avait été musicien professionnel, se produisant le long de la côte californienne, mais à peu près au moment où il a mystérieusement disparu, Kopp travaillait dans la construction tout en louant une chambre dans une ferme rurale. Il y a beaucoup d'indices d'un certain niveau d'implication, et certainement suffisamment pour croire qu'il a des informations sur le meurtre de Slepian, a déclaré un haut responsable fédéral. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves qui le lient à la fusillade. Si nous en avions, nous l'inculperions. Cependant, ce n'était pas strictement vrai. La police avait non seulement de nombreuses preuves circonstancielles et anecdotiques que Kopp possédait un fusil de chasse de gros calibre, mais ce fusil était porté disparu à sa résidence lors d'une perquisition du FBI. Le propriétaire de la ferme où Kopp louait une chambre a déclaré que Kopp chassait avec ce fusil et qu'il utilisait également une lunette de visée puissante pour améliorer sa précision. De plus, les agents du FBI ont trouvé des preuves que Kopp avait écrit une série de brochures extrémistes au nom d'un groupe appelé l'Armée de Dieu. Les brochures incluaient des instructions sur la fabrication de dispositifs explosifs improvisés, ainsi que d'autres méthodes pour perturber ou détruire les cliniques de planification familiale. Une section particulièrement inquiétante des brochures détaillait comment les opératifs devaient amputer les pouces des médecins pratiquant des avortements sous l'hypothèse qu'ils ne pourraient plus faire leur travail. Chaque brochure reconnaissait quelqu'un appelé Atomic Dog comme partie intégrante de sa création. Alors le FBI s'est consacré à enquêter sur l'identité de cette personne. En 1988,
Kopp avait passé une brève période dans une cellule de la prison d'Atlanta après que lui et plusieurs autres radicaux anti-avortement aient été arrêtés pour harcèlement et agression. Les compagnons de cellule de Kopp à l'époque comprenaient Shelly Shannon, une femme au foyer de l'Oregon, qui fut plus tard condamnée pour avoir tiré sur un médecin à Wichita, Kansas. Cependant, la personne avec laquelle Kopp s'est le plus lié pendant son bref emprisonnement était un homme nommé John Arena. Arena était basé dans l'État de New York et, en plus d'une condamnation pour avoir jeté de l'acide butyrique au visage des travailleurs d'une clinique, il aurait également compilé une longue liste de médecins de la côte est pratiquant des avortements. Le FBI a fouillé dans la vaste base de données des prisonniers d'Atlanta et a rapidement trouvé le dossier de Kopp. Là, sous les alias, se trouvait le surnom Atomic Dog. Le FBI a bientôt découvert que Kopp avait été incarcéré non seulement à Atlanta, mais aussi dans sa résidence actuelle au Vermont. Il avait été arrêté en 1990 avec une autre militante anti-avortement nommée Loretta Mara. On disait que le couple restait en contact après la courte peine de 2 mois de prison, Kopp rendant visite plusieurs fois au domicile de Loretta dans le quartier de Brooklyn, à New York. Cependant, ce n'est que lorsqu'ils ont compris qui était le mari de Loretta que la véritable importance de l'amitié est devenue évidente. Vous voyez, le mari de Loretta n'était autre que Dennis Malvasi. Dennis a grandi à East New York pendant les années 1960 et partageait un petit appartement avec sa mère, son beau-père et 11 frères et sœurs. Malheureusement, vers l'âge de 10 ou 12 ans, sa mère l'a envoyé vivre dans un orphelinat dans le nord de l'État. Le temps passé à l'orphelinat fut difficile pour le jeune Dennis, au point que l'armée américaine lui parut une alternative préférable. À 17 ans, il convainquit un inconnu de falsifier la signature de son père sur un formulaire de consentement parental pour l'enrôlement et il fut envoyé au Vietnam. Incroyablement, Dennis apprécia tellement le service militaire qu'il se porta volontaire pour une 2e période de service. Cependant, comme beaucoup de ses camarades vétérans, Dennis trouva que s'adapter à la vie civile était aussi difficile que la vie en zone de guerre. Dennis trouva son rythme en devenant acteur, démontrant un talent clair et observable. Cependant, à un moment donné en 1975, Dennis fut arrêté et fouillé par un officier de la police de New York alors qu'il attendait sur un quai de métro et on trouva un pistolet calibre 25 dans sa poche. Dennis fut condamné à 2 ans de prison et devint incroyablement amer à cause de cette expérience. Il avait servi son pays et tout ce qu'il avait en sa possession était une arme de petit calibre, tandis que les déserteurs de la conscription voyaient leur peine de prison annulée par des gouverneurs cherchant à gagner des votes. Les lettres qu'il écrivait à sa famille depuis la prison faisaient fréquemment référence à son temps au Vietnam, et en les lisant, il était clair que Dennis voyait son temps en prison comme une autre partie de sa guerre. Après sa sortie, Dennis n'était plus intéressé par le métier d'acteur. À la place, il devint un solitaire et devint expert en pyrotechnie. Il disait que les explosions lui rappelaient le Vietnam, et bien qu'il fût certainement l'un des individus les plus étranges de son équipe, il était bon dans son travail, c'est pourquoi le chef l'a maintenu dans l'équipe. C'est à cette époque que Dennis commença à passer du temps avec un groupe de catholiques traditionalistes connu sous le nom de Notre-Dame du Rosaire. Le groupe partageait un mépris pour l'Église catholique moderne, ou ceux qu'ils appelaient Vatican II, et pour la manière dont elle semblait tolérer la pécheresse de la société contemporaine. Mais dans leurs esprits, le plus grand péché de tous, l'offense la plus grave à Dieu Tout-Puissant, était l'avortement. Dennis avait entendu ses camarades vétérans du Vietnam être appelés « assassins de bébés », tandis que les mêmes personnes qui leur crachaient dessus applaudissèrent les médecins pratiquant les avortements comme courageux et justes. Pour lui, l'hypocrisie était répugnante et combinée avec l'amertume qu'il ressentait à cause de son emprisonnement, Dennis se radicalisa de plus en plus. Le 10 décembre 1985, une petite bombe artisanale explosa dans une salle de bain du centre médical pour femmes de Manhattan. 11 mois plus tard, une bombe beaucoup plus grande fit un trou dans le mur du centre pour femmes de l'Est. 2 autres attentats secouèrent la ville de New York dans les semaines suivantes, jusqu'à ce que finalement, le 14 décembre, l'escouade anti-bombe de la police de New York désamorce un dispositif à base de dynamite au siège de Planned Parenthood sur la 2e avenue. Si elle avait explosé, elle aurait nivelé tout le bâtiment. La manière dont les bombes avaient été construites portait la marque d'un professionnel hautement motivé. Il y avait des détonateurs de qualité militaire, des minuteurs laser précis, des batteries fiables et une autre chose, une médaille catholique de Saint Benoît, le saint patron des étudiants.
Dennis passa les premières semaines de 1987 à se cacher de la police. Il plaisantait sur leur incompétence apparente et sur le fait qu'il pourrait probablement atteindre le Mexique avant qu'il ne sache qu'il avait quitté la ville. Cependant, une intervention inattendue écourta la chasse. L'archevêque de New York, le cardinal John Joseph O'Connor, apparut dans une émission d'actualité nocturne et supplia le poseur de bombes de se rendre. Le lendemain, Dennis entra dans le siège de l'ATF à New York et se rendit. « Il est difficile de dire non au cardinal », aurait-il dit après avoir plaidé coupable lors de son procès. Et étant donné qu'il n'avait jamais blessé personne, Dennis fut condamné à seulement 7 ans de prison. Son avocat de la défense dit au juge que Dennis s'était assuré que ces bombes explosaient en dehors des heures de travail pour garantir la destruction des biens, mais pas la perte de vies humaines. Après être sorti de prison pour la 2e fois, Dennis poursuivit ce qu'il considérait maintenant comme sa mission de vie. En quelques années, il rencontra celle qui deviendrait sa femme, Loretta Mara. Une fois que le FBI eut relié les points entre James Charles Kopp, Loretta Mara et son mari Dennis Malvasi, ils rendirent visite au couple à leur domicile à Brooklyn. Il devint rapidement évident que Mara et Malvasi avaient fourni un refuge à Kopp après l'assassinat du docteur Slepian, et qu'ils lui avaient également donné de l'argent pour se rendre au Mexique. On dit qu'ils étaient tous deux ravis que le FBI soit arrivé trop tard pour découvrir leur plan, car Kopp avait sans doute franchi la frontière des jours, voire des semaines auparavant. Le FBI se précipita pour coordonner une recherche avec les autorités mexicaines, et dans les semaines qui suivirent, des conseillers du FBI travaillèrent avec des dizaines de fédéraux mexicains pour retracer les mouvements de Kopp. Ils pensaient qu'il se cachait avec un groupe de catholiques radicaux partageant ses positions violemment anti-avortement. Cependant, en réalité, Kopp était déjà de l'autre côté de l'Atlantique. À un moment donné au cours des premiers mois de 1999, Kopp atterrit dans un petit aéroport régional en République d'Irlande. Il présenta à l'employé de l'immigration un faux passeport estampillé d'un visa de travail temporaire. L'employé approuva le permis d'entrée et lui souhaita la bienvenue dans le pays, sans avoir la moindre idée de qui il venait de recevoir. Au début, Kopp travailla à des emplois temporaires pour payer la nourriture et le loyer, mais il trouva bientôt de meilleurs salaires en tant que dactylographe temporaire à l'hôpital de la peau et du cancer de la ville de Dublin. Esseus collègues se souviennent plus tard comment il décorait son bureau avec des statuettes religieuses et disait qu'il visitait l'Irlande dans le cadre d'un pèlerinage ancestral en raison de son ascendance irlandaise. Cependant, Kopp n'avait aucune ascendance irlandaise. Tout faisait partie de son stratagème. Comme le dit la Bible, ce qui est fait dans l'obscurité sortira toujours à la lumière. Un informateur du FBI finit par découvrir comment Kopp avait fui en Irlande. Mara et Malvasi avaient été initialement relâchés sans inculpation, mais après que le FBI ait placé un informateur près d'eux, il ne fallut que peu de temps avant qu'ils ne laissent échapper la vérité. Cependant, ce qui est curieux, c'est que, bien que les agents du FBI aient été envoyés en Irlande avec la plus grande discrétion, ils arrivèrent pour découvrir que Kopp avait déjà quitté le pays. Kopp semble avoir quitté l'Irlande le 12 mars 2001, après avoir passé 2 années entières dans le pays complètement indétecté. Les groupes anti-avortement irlandais insistèrent plus tard sur le fait qu'ils n'avaient rien à voir avec lui, et que, s'ils avaient su que Kopp se cachait parmi eux, ils l'auraient dénoncé immédiatement. La question demeure. Comment Kopp a-t-il su qu'il avait été découvert ? Seuls les hauts responsables de la police et du gouvernement irlandais auraient été au courant de l'arrivée du FBI, et bien que la date exacte de leur arrivée soit inconnue, Kopp semblait avoir toujours une longueur d'avance sur eux. Soit Kopp avait une sorte de 6e sens, soit quelqu'un l'avait prévenu. Kopp passa ensuite seulement 2 semaines en cavale dans le nord de la France avant d'être arrêté. Il fut trouvé avec non pas un, mais 2 faux passeports irlandais. L'arrestation eut lieu après qu'une fouille détaillée des ordinateurs de Mara et Malvasi ait révélé un ingénieux système de communication. Kopp envoyait des messages au couple via la section des brouillons d'un compte de messagerie Yahoo qu'il partageait. Kopp écrivait un message, le sauvegardait dans les brouillons, puis Mara ou Malvasi pouvaient se connecter, lire le brouillon, puis le supprimer avant d'écrire le leur. En ne s'envoyant pas d'email, il n'y avait aucun trafic à surveiller. C'est en partie pour cette raison que Kopp est resté indétecté en Irlande pendant si longtemps. Cependant, une fois que le système fut compromis, le FBI put lire chaque échange.
Kopp fut traqué par la police française le 29 mars 2001. Il fut arrêté alors qu'il tentait de retirer de l'argent dans un petit bureau de poste rural. Il était extrêmement émacié au moment de son arrestation. Sa fuite de la justice avait fait des ravages, et il ne fit aucune tentative pour résister à son arrestation ni à son éventuelle extradition. Le 11 mars 2003, Kopp renonça à son droit à un procès avec jury, sachant qu'il n'y avait aucun jury dans le pays qui le déclarerait innocent du meurtre de sang-froid du docteur Slepian. Il dit au juge qui présidait l'affaire qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer le docteur, qu'il voulait seulement le blesser suffisamment pour, comme il le disait, le mettre hors d'action. Cependant, cette excuse ne fut pas acceptée par le juge Michael D'Amico, qui souligna que la terminologie de Kopp révélait son état d'esprit, qu'il était un combattant sur un champ de bataille morale en constante évolution. « Mais ce qui vous semble juste, dit D'Amico, est immoral pour quelqu'un d'autre. » Avec cette déclaration, Kopp fut condamné à la peine maximale de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Kopp fit finalement appel de la sentence en juin 2007, choisissant d'agir comme son propre avocat. Il plaida que la mort de Slepian était une tragédie totale à 100%, mais pas un meurtre. Assassiner signifie tirer dans la tête, faire exploser une voiture, remplir son corps de balles, comme dans les films. C'est ainsi que vous tuez quelqu'un. Ce qui devint clair au cours de l'appel, c'est que, malgré le fait que près d'une décennie s'était écoulée depuis qu'il avait pris la vie d'un homme, James Charles Kopp croyait toujours que tirer sur un homme à la base de sa gorge ne constituait pas une tentative de meurtre. C'était ce type de malhonnêteté intellectuelle qui se révéla fatal pour ses chances de réussir son appel. Le juge Richard Arcara lui dit ensuite « Vous avez servi de procureur, de juge, de jury et de bourreau. Vous avez décidé que vous en saviez plus que n'importe quelle loi. » Sur CE, le juge confirma la peine de prison à vie de Kopp, rejetant chaque point de l'appel qu'il avait présenté. La question de l'avortement est extrêmement controversée, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Certains souhaitent voir le rétablissement de Roe contre Wade, tandis que d'autres ont célébré sa récente abrogation. Mais, peu importe où nous nous trouvons en tant qu'individus sur ce sujet ou un autre sujet controversé, la violence n'est pas la réponse, et ne le sera jamais, car il n'y a aucun moyen de changer l'opinion d'un homme mort. Le 13 mars 1945 à Burnham, Christopher Bernard Wilder a été élevé dans la ville australienne de Sydney. Il était le fils aîné d'un officier de la marine américaine et d'une mère australienne. Bien que l'on sache très peu de choses sur les premières années de Chris, un incident se distingue des autres. À un moment donné de son enfance, Chris a failli se noyer dans un type d'accident de natation et a dû être réanimé par bouche à bouche. Ses parents étaient ravis qu'il ait survécu à un événement aussi proche de la mort, mais Chris ne fut plus jamais le même après cela. Il devint extrêmement renfermé, inquiétant socialement et violemment agressif. Ses parents espéraient qu'il surmonterait ce comportement, mais au lieu de s'améliorer, il s'aggrava. Lorsque Chris atteignit l'adolescence, il commença à fréquenter des personnes de très mauvaise réputation, et en janvier 1963, il fut arrêté en relation avec l'agression d'une fille de 13 ans. Il fut découvert que Chris avait essentiellement servi de guetteur pour deux hommes plus âgés, qui furent les principaux auteurs de l'agression. En raison de son âge, il ne reçut qu'une mise en liberté surveillée. Chris affirma plus tard que le gouvernement australien l'avait forcé à subir une thérapie par électrochoc dans le cadre de sa mise en liberté surveillée, mais il n'existe aucun dossier de cette thérapie. À 23 ans, Chris semblait avoir mis sa vie en ordre. Il était fiancé à se marier, avait un travail stable et de nombreuses perspectives dans la vie. Cependant, juste une semaine après son mariage, son épouse, après seulement 7 jours de mariage, demanda le divorce. On ne sait pas clairement pourquoi elle décida de le faire, mais certains soupçonnent qu'elle découvrit quelque chose que Chris avait caché pendant leur relation, quelque chose qui l'effraya complètement. Son départ marqua un déclin notable dans la santé mentale de Chris et, en conséquence, sa criminalité recommença à émerger. L'année suivante, en novembre 1969, Chris parvint d'une manière ou d'une autre à obtenir des photographies nues d'une infirmière étudiante de 19 ans. Il est possible que ce fut la première fois que Chris employa ce qui deviendrait une technique éprouvée et utilisée à plusieurs reprises, consistant à gagner la confiance d'une fille en se faisant passer pour un agent de mannequin.
Puis, une fois qu'il avait les photos, il tentait maladroitement de l'extorquer, ce qui entraîna une dénonciation à la police. Au début, la jeune fille semblait prête à porter plainte contre Chris, mais pour une raison quelconque, elle changea d'avis seulement quelques semaines plus tard. Là encore, il n'est pas clair pourquoi elle décida de se rétracter, mais il est très probable que l'intimidation des témoins ait joué un rôle clé. Chris avait échappé à la justice, mais sa réputation était en ruine. Beaucoup de ceux qui l'entouraient avaient longtemps soupçonné qu'il nourrissait des désirs sombres, et le tourbillon de l'attention médiatique le confirma presque entièrement. Finalement, Chris décida de faire ses valises, de déménager ailleurs et de repartir de zéro. L'année suivante, il fit exactement cela. Au cours de l'été 1969, Chris arriva à Boynton Beach, en Floride, pour un nouveau départ. Il acheta une grande propriété en bord de mer à environ 40 km au sud de Palm Beach, en Floride, et entra dans le secteur immobilier local avec un succès fulgurant. En quelques années, Chris présidait un petit empire immobilier et était devenu un homme très riche. En conséquence, il avait l'habitude de passer ses vacances à Hawaï ou aux Bahamas et se consacrait à un intérêt assez coûteux pour la photographie qui impliquait de transformer l'une des pièces de sa maison en une grande chambre noire ultramoderne. Mais bien qu'à la surface cela semblait être un passe-temps sain, la nouvelle passion de Chris était loin d'être innocente. Au lieu de l'utiliser pour s'exprimer de manière créative, il l'utilisait pour documenter ses crimes atroces. Pendant 4 ans, Chris suivit à peu près la même méthode. Il se promenait avec un petit appareil photo à la main, s'approchait d'une fille attirante tout en prétendant être un découvreur de talent de mannequin, prenait quelques photos d'elle, lui disait combien elle était jolie, puis lui demandait si elle voulait passer chez lui pour faire une séance photo gratuite. Un nombre déprimant de jeunes femmes, trop naïves, acceptaient, et en conséquence, beaucoup devenèrent victimes de sa tactique prédatrice. Une fois chez Chris, les filles étaient souvent intimidées pour poser dans des photos de plus en plus osées, jusqu'à ce qu'ils choisissent finalement le moment pour attaquer. Malgré plusieurs condamnations pour agression, Chris n'a jamais été incarcéré pour ses crimes. Nous ne pouvons pas spéculer sur la raison pour laquelle il en fut ainsi, mais nous savons qu'après l'un de ces incidents en 1977, Chris fut contraint de subir une évaluation psychiatrique. Incroyablement, le psychologue affirma que Chris n'était pas sûr en dehors d'un environnement structuré et nota ses attitudes et opinions misogynes dangereuses. Chris continua à harceler et à violer de jeunes femmes tout au long de la fin des années 70 et du début des années 80, y compris 2 filles de 15 ans lors d'une visite dans son Australie natale. 2 autres filles identifièrent plus tard Chris comme l'homme qui les avait kidnappées et violées à Boynton Beach, en Floride, au cours de l'été 1983. Le fait qu'il continuait à échapper à la vraie justice malgré 2 décennies d'agressions répugnantes est absolument exaspérant. Dans un SIA, les retards continus dans l'une de ces dates judiciaires permirent à Chris de continuer à commettre des délits. Mais ce n'est qu'au début de 1984 que la luxure de Chris se transforma en soif de sang. Et ce qui avait commencé de nombreuses années auparavant, comme une déviation méprisable, devint un tourbillon de bains de sang. Le 26 février 1984, Rosario Teresa González, âgée de 20 ans, disparut de son travail en tant que modèle de produits pharmaceutiques lors du Grand Prix de Miami. Elle fut vue pour la dernière fois quittant la piste entre midi et 1h de l'après-midi avec un homme caucasien d'une trentaine d'années. Son Oldsmobile Cutlass bleu de 1980 fut retrouvé quelques jours plus tard, garé près de la Plaza du Pont, et la police releva des empreintes digitales. Ils découvrirent que quelqu'un avait nettoyé toutes les surfaces, éliminant toute trace d'empreinte. Puis, le 5 mars, l'ex-petite amie de Chris, Beth Kenyon, finaliste de Miss Floride âgée de 23 ans, disparut sans laisser de traces. Elle avait récemment refusé la proposition de mariage de Chris, arguant que la différence d'âge entre eux était trop grande. Comme Rosario González, sa voiture fut retrouvée abandonnée quelques jours plus tard, et il fut découvert que les 2 femmes avaient participé au concours de Miss Floride. Le 18 mars, Chris attira Teresa Ann Ferguson, âgée de 21 ans, du centre commercial Merritt Square. On ne sait pas comment ni pourquoi elle fut assassinée, mais son corps fut retrouvé quelques jours plus tard à Canaveral Groves. La suivante à être attaquée fut Linda Grover, étudiante de 19 ans à FSU. Elle fut enlevée du centre commercial Governors Square à Tallahassee, en Floride, puis transportée à travers les frontières de l'État jusqu'à Bainbridge, en Géorgie, le 20 mars.
Chris s'était initialement approché de Linda en utilisant son ancien stratagème de découvreur de talent de mannequin, mais après qu'elle eut refusé l'offre, Linda fut battue, ligotée et ensuite confinée dans le coffre de la voiture de Chris. Lorsqu'ils arrivèrent au motel Glen Oak à Bainbridge, Chris utilisa de la superglue et un sèche-cheveux pour attacher ses bras et ses jambes, et lorsqu'elle ne pouvait plus bouger, il enroula un fil de cuivre autour de ses pieds et de ses orteils, puis fit passer un courant électrique à travers eux pour induire une douleur insupportable. Il n'y a aucun doute que Linda aurait subi le même sort que les autres filles si ce n'était pour une tentative de fuite courageuse et inattendue. À un moment donné, Linda ressentit une montée d'adrénaline lorsque Chris lui tourna le dos et elle parvint d'une manière ou d'une autre à se précipiter vers la salle de bain du motel avant de fermer la porte à clé. Chris entra dans une rage folle et promit de la tuer une fois qu'il réussirait à entrer dans la salle de bain. Linda fit tout son possible pour empêcher cela de se produire, frappant les murs de la salle de bain et criant jusqu'à ce que ses cordes vocales lui fassent mal. La tactique fonctionna, et lorsque Chris réalisa que sa potentielle victime attirait trop d'attention, il s'enfuit du motel après avoir volé plusieurs effets personnels de Linda. Sachant qu'il ne pouvait plus opérer sur la côte sud-est, Chris conduisit jusqu'au Texas le 21 mars, le même jour où il vit Terry Walden, une mère de 23 ans et étudiante en soins infirmiers. Une fois de plus, Chris tenta de l'attirer avec une séance photo gratuite, mais après qu'elle eut refusé, il jura de la punir pour son refus. 2 jours plus tard, il la kidnappa, la viola, puis la poignarda à mort. Son corps fut retrouvé dans un canal le 26 mars. La veille de la découverte du corps de Terry, Chris avait kidnappé une femme de 21 ans nommée Suzanne Logan au centre commercial Penn Square à Oklahoma City. Il la conduisit ensuite sur presque 322 km au nord jusqu'à Newton, au Kansas, où ils s'enregistrèrent à l'Interstate 35 Chris semble avoir assuré la coopération de Suzanne en lui disant que si elle coopérait, sa vie serait épargnée. Chris se délecta de la tromperie et saisit l'occasion pour lui ôter la vie à mesure qu'ils approchaient de Junction City. C'était une nouvelle façon de garantir la peur et la confusion maximale chez ses victimes. Car sans cette terreur intense, le meurtre n'excitait plus Chris comme cela l'avait fait les premières fois où il avait tué. Après avoir fui le Kansas, Chris arriva à Grand Junction, au Colorado. Là, il rencontra Cheryl Lynn Bonaventura, âgée de 18 ans, le 29 mars, et le couple dîna ensemble à Silverton, où le personnel du restaurant entendit qu'ils se dirigeaient vers Las Vegas pour de courtes vacances. Le lendemain, le couple fut vu au monument des Four Corners, une attraction touristique qui marque le point où se rencontrent les États d'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Chris et Cheryl réservèrent ensuite une chambre de motel à Page, en Arizona, avant de continuer vers l'Utah, sur la rivière Kanab. C'est là que Chris décida de lui révéler qu'il avait l'intention de la tuer, et encore une fois, il est certain qu'il prolongea le processus pour obtenir l'effet psychologique maximal. Le corps de Cheryl fut retrouvé le 3 mai, mais à ce moment-là, Chris s'était déjà déplacé seul à Las Vegas. Le 1er avril, Chris récupéra Michelle Korgman, âgée de 17 ans, lors d'un concours de mannequins au centre commercial Meadows Mall de Las Vegas. Certains pensent qu'après une mauvaise performance lors du concours, Michelle devint une cible facile pour la tactique de dénicheur de talent de Chris. Son corps ne fut retrouvé que le 11 mai, lorsque l'odeur de la mort fut détectée dans une aire de repos du sud de la Californie, mais on pense que le même schéma sinistre se déroula. Chris couvrit la jeune fille de compliments, gagna sa confiance, puis se délecta de la terreur qu'elle montra lorsque soudainement, il se retourna contre elle de manière fatale. Avant de quitter la Californie, Chris prit Tina Marie Risico, âgée de 16 ans, en otage, avec l'intention de l'utiliser comme appât pour attirer d'autres jeunes femmes dans ses pièges. Il conduisit Tina vers l'est, à travers l'Arizona, le Missouri et l'Illinois, et c'est à ce moment-là que Chris fut inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Le 10 avril, Chris et Tina arrivèrent à Merrillville, dans l'Indiana, où Chris mit en œuvre son plan sinistre. Il fonctionna. Après que Tina eut attiré Donette Wilt, âgée de 16 ans, dans la voiture de Chris, il verrouilla les portes, conduisit à grande vitesse, puis, incroyablement, demanda à Tina de prendre le volant. Elle continua de conduire jusqu'à l'État de New York, avant que Chris ne lui ordonne finalement de s'arrêter sur le bord de la route. Il traîna ensuite Donette de l'arrière de la voiture jusqu'à une zone boisée isolée près de Penn Yan. Elle fut battue, violée et poignardée 2 fois dans la poitrine avant d'être abandonnée.
Cependant, après avoir conduit seulement quelques kilomètres sur la route, Chris eut un moment soudain de doute. Il se convainquit que Donnette avait survécu à l'attaque, alors il retourna sur les lieux pour s'assurer qu'elle était morte. Il marcha dans la forêt en comptant ses pas pour s'assurer qu'il était au bon endroit, mais Donnette Wilt n'était nulle part. Chris alla et vint, convaincu qu'il s'était trompé d'endroit, mais il se rendit vite compte que ses soupçons étaient corrects. Les blessures par poignard que Donnette avait subies avaient évité de justesse ses organes vitaux et, incroyablement, elle parvint à se traîner jusqu'à la route voisine avant de demander de l'aide. Les chirurgiens de l'hôpital Soldiers and Sailors sauvèrent la vie de la jeune fille et elle put informer la police que Chris se dirigeait vers la frontière canadienne. Pendant ce temps, dans une tentative de fuir le pays, Chris prit en otage Beth Dodge, âgée de 33 ans, au centre commercial Eastview à Victor et demanda à Tina de suivre le couple dans la Pontiac Firebird de leur otage. Après un court trajet en voiture, Chris emmena Beth dans une carrière de gravier sous la menace d'une arme à feu et lui tira ensuite une balle à l'arrière de la tête dans un style d'exécution. Après s'être dirigé vers le nord, Chris montra un étrange changement de cœur et laissa partir Tina près de l'aéroport de Boston Logan après lui avoir donné suffisamment d'argent pour acheter un billet d'avion pour Los Angeles. Il semble assez évident pourquoi Chris décida d'épargner Tina, étant donné le rôle essentiel qu'elle avait joué lors des 2 enlèvements précédents, mais cela se distingue néanmoins comme un changement de caractère marqué chez un homme dont les garanties de sécurité conduisaient toujours à la trahison. Beaucoup ont soupçonné que Tina avait développé une sorte de syndrome de Stockholm pendant sa compagnie avec Chris. C'est eux qui auraient pu se manifester par un soutien et une affection déformée. Chris aurait pu croire sincèrement que Tina était de son côté, et il semble que cela ait brisé son désir psychopathique de tuer, comme en témoigne sa libération éventuelle. À son retour auprès de sa famille, Tina passa de nombreuses années en thérapie pour tenter de réparer les dommages psychologiques infligés pendant son calvaire. Finalement, le 13 avril, Chris s'arrêta à la station-service Getty de Vic à Colebrook, dans le New Hampshire. Il gara sa voiture, entra, prit une boisson gazeuse, puis demanda à l'employé des directions pour atteindre la frontière canadienne tout en payant. Mais ensuite, en revenant à sa voiture, Chris vit 2 patrouilleurs de l'État du New Hampshire s'approcher de lui depuis l'autre côté du parking. Il tenta de rester aussi calme que possible, marchant tranquillement vers son véhicule, tandis que les 2 patrouilleurs commençaient à lui demander de s'arrêter. Chris ouvrit la porte du côté conducteur, toujours de dos aux 2 patrouilleurs, et attrapa un Colt Python 357 sous le siège. Cependant, le patrouilleur Leo Jellison anticipa le mouvement, se précipita en avant et enveloppa Chris dans une prise d'ours dans une tentative d'empêcher qu'il ne s'arme. Les 2 hommes se débattirent, et comme Chris tenait encore le revolver dans sa main, le patrouilleur Wayne Fortier sentit que sa vie était en danger imminent, alors Fortier tira 2 coups de feu. Le premier traversa la poitrine de Wilder, sortit par son dos et frappa le torse du patrouilleur Jellison. Le second coup toucha l'aisselle de Chris, traversa toute sa cavité thoracique avant de sortir de l'autre côté. Son cœur, ses poumons et des dizaines de vaisseaux sanguins importants furent pulvérisés, et il mourut sur place seulement quelques minutes plus tard. Le patrouilleur Jellison, quant à lui, survécut à l'incident et put retourner en héros à la patrouille d'État du New Hampshire. Son action rapide avait potentiellement sauvé sa vie, celle de 16 collègues et de dizaines d'autres personnes innocentes. Lorsque la nouvelle de la capture et de la mort de Chris Wilder parvint aux médias, un sentiment de soulagement palpable se fit ressentir parmi les communautés policières et civiles. Chris avait déjà tué ou attaqué 8 jeunes femmes pendant sa série de crimes de 6 semaines, et alors que la police spéculait qu'il en avait tué beaucoup d'autres, certains détails incroyablement troublants sur son caractère commencèrent à émerger. Lorsque la police fouilla la voiture que Chris conduisait au moment de sa mort, ils trouvèrent un exemplaire du roman de John Fowles intitulé The Collector. Ce livre fournit un aperçu glaçant de l'esprit d'une personne dangereusement dérangée et rendit encore plus satisfaisant le fait que Chris Wilder ne marchait plus sur Terre. Après la crémation de Chris en Floride, il laissa un héritage de plus de 7 millions de dollars. Il fut décidé que cette fortune serait répartie équitablement entre les familles de ses victimes et, en juin 1986, chaque famille reçut un chèque de plus d'1 demi-million de dollars. Cependant, aucune somme d'argent ne pouvait ramener un être cher arraché par la main du mal.
Le matin du 2 juin 1985, l'officier de police de San Francisco, Daniel Wright, reçut un appel plutôt inhabituel concernant un possible voleur à l'étalage. La grande majorité des appels concernant des vols à l'étalage provenaient de pharmacies et de supermarchés. Cependant, celui-ci provenait d'un entrepôt de bois dans le sud de la ville. À son arrivée, l'officier Wright fut abordé par deux hommes, le propriétaire de l'entrepôt et un homme caucasien de grande taille avec une longue barbe noire. Le propriétaire du magasin expliqua que le compagnon américano-asiatique de l'homme barbu avait tenté de voler un étau. L'homme barbu s'excusa abondamment au nom de son ami asiatique et expliqua qu'il paierait entièrement pour l'étau volé. Selon le propriétaire du magasin, l'homme asiatique avait placé l'étau volé dans le coffre d'une Honda Prelude à proximité avant de s'enfuir. L'homme barbu affirma qu'il avait emprunté le véhicule à un ami, mais comme la voiture avait déjà été utilisée pour commettre un crime, l'officier Wright avait le droit de la fouiller. Cela rendit l'homme barbu un peu nerveux, mais il ne s'y opposa pas. Dans le coffre de la Honda, l'officier Wright trouva un sac noir à cordon contenant un revolver chargé de calibre 22 ainsi qu'un objet qui semblait être un silencieux fait maison. Comme les silencieux sont illégaux dans l'État de Californie, lorsque l'homme barbu en fut confronté, il insista sur le fait qu'il appartenait au propriétaire du véhicule, un homme nommé Lonnie Bond. L'officier Wright décida alors de détenir l'homme barbu et lui passa les menottes avant de retourner à son véhicule. Là, il vérifia à la fois le numéro de plaque de la Honda et le numéro de série du calibre 22. Le véhicule appartenait effectivement à Lonnie Bond, mais le revolver était enregistré au nom de Robin S. Stapley, un résident de San Diego, âgé de 26 ans. L'officier Wright sortit de sa voiture, retourna auprès de l'homme barbu, qui était alors appuyé contre la Honda, et lui demanda de montrer une pièce d'identité. L'homme barbu présenta alors l'identité de Robin S. Stapley. Le seul problème était que l'homme barbu et l'homme sur la pièce d'identité ne se ressemblaient pas du tout. L'officier Wright arrêta immédiatement l'homme, lui lut ses droits et l'emmena au poste de police de South City. Dans l'une des salles d'interrogatoire du poste, l'officier Wright posa une question à l'homme barbu. Il voulait savoir pourquoi la plaque de la Honda était enregistrée au nom de Lonnie Bond, mais que la voiture semblait appartenir à un homme nommé Paul Costner. Costner avait été signalé comme disparu au SFPD plus de 9 mois auparavant et n'était pas réapparu depuis. Par conséquent, l'officier Wright était très intéressé de savoir comment l'homme barbu avait obtenu la voiture. Pendant que l'officier parlait, l'homme barbu devint visiblement pâle et précisa qu'il ne répondrait plus à aucune question. Il demanda plutôt un stylo et un morceau de papier. Supposant que son prisonnier était sur le point d'écrire une confession, l'officier Wright accéda à la demande de l'homme. Cependant, en recevant de quoi écrire, l'homme barbu sembla écrire une brève note à sa femme. Lorsque l'officier Wright lui dit qu'il pouvait transmettre la note, il sembla ignorer complètement cette déclaration. « Le nom de mon ami est Charlie », dit-il. L'officier Wright commença à noter ce que l'homme barbu disait et lui demanda de répéter le nom de famille qu'il ne connaissait pas. Encore une fois, l'homme barbu sembla l'ignorer et continua de dire ce qu'il avait à dire. « Mon nom n'est pas vraiment Rob Stapley non plus, dit-il. C'est Leonard Lake, et je suis recherché par le FBI. » À cela, l'officier Wright resta silencieux, stupéfait par la confession. Mais lorsqu'il se leva de sa chaise dans l'intention d'informer ses supérieurs, Leonard Lake parla de nouveau. « Je n'aurais jamais pensé qu'un fichu étau me mènerait à ça, » dit Lake avec un tremblement de peur dans la voix. Ce tremblement mit l'officier Wright en alerte, et il se retourna juste à temps pour voir Leonard Lake mettre une petite pilule blanche sur sa langue. Alors que l'officier Wright courait dans le couloir, le cri de « Il vient de prendre quelque chose » résonna dans tout le poste lorsque 6 autres officiers se précipitèrent dans la salle d'interrogatoire. Là se trouvait Lake, les yeux révulsés, de la mousse coulant de ses lèvres, pris de spasmes agonisants alors qu'il convulsait sur le sol recouvert de moquettes. Leonard Lake fut transporté d'urgence à l'hôpital, et bien que les médecins parvinrent à sauver sa vie, le cyanure qu'il avait ingéré faisait des ravages dans son système nerveux central. Il fut ensuite déterminé que Lake avait collé 2 capsules de cyanure sous le revers de sa chemise. Mais la question demeurait, qu'avait fait Lake qui était si terrible qu'il préférait souffrir la mort plutôt que de faire face à la justice? En l'espace de quelques heures, il fut découvert que la Honda Prelude saisie, que Lake semblait avoir conduite, avait des taches de sang sur le siège avant du passager, ainsi qu'un petit trou de balle près du pare-soleil. Le propriétaire du véhicule, Paul Costner, âgé de 39 ans,
avait disparu le 2 novembre 1984 après avoir dit à sa petite amie qu'il allait rencontrer un type bizarre pour acheter une voiture. De plus, l'homme dont Lake détenait la carte d'identité, Robin S. Stapley, était également porté disparu, ayant disparu en avril 1983. Des effets personnels appartenant à plusieurs autres personnes disparues furent retrouvés dans la Honda. De plus, la police trouva une facture de Pacific Gas and Electric au nom de Clara Lynn Balaz. Clara n'était autre que l'ex-femme de Leonard Lake. Le 3 juin 1985, 2 détectives des personnes disparues de San Francisco, Tom Eisenman et Irene Brunn, s'arrêtèrent chez elle à Bruno pour lui poser quelques questions. Il s'avéra que la facture d'électricité n'était pas pour la résidence permanente de Clara. Elle concernait plutôt une cabane éloignée appartenant à son père près de San Andreas, dans le comté de Calaveras. Elle n'avait pas visité la cabane depuis des années, et son père non plus, mais son ex-mari y allait fréquemment. Elle ne savait tout simplement pas pourquoi. Le lendemain, Clara accompagna les 2 détectives à la cabane et leur donna la permission de fouiller. La première chose que remarquèrent les détectives en entrant dans la salle principale de la cabane fut une grande tache d'une substance brun-rouge séchée au plafond. Il y avait également un grand tableau d'un paysage forestier couvrant un mur, un tableau qui semblait avoir un seul trou de balle traversant la toile. L'une des 2 chambres de la cabane contenait un lit king size salle, avec des câbles électriques attachés à chacun de ses poteaux. Au-dessus du lit pendait un projecteur de 250 watts fixé au plafond. De retour dans le salon, la détective Brun remarqua quelque chose de curieux à propos d'un ensemble de cassettes audio vierges. Les numéros de série de chacune d'elles avaient été grattés avec quelque chose de petit et pointu. En sortant de la propriété, les détectives remarquèrent un grand incinérateur dans CE qui servait de jardin à la cabane. À seulement quelques mètres, il y avait une grande trappe en fer qui semblait mener à un type de bunker. Clara Balaz affirma qu'elle n'avait pas accès au bunker, mais qu'elle connaissait quelqu'un qui y avait accès, l'ancien partenaire commercial de son ex-mari, Charles Eng. Il y avait juste un problème. Clara avait conduit Charles à l'aéroport de San Francisco après qu'il l'eût demandé soudainement et avec insistance. Soudain, les choses commencèrent à avoir plus de sens pour Clara Lynn, et elle se rendit compte que son mari et son partenaire Charles avaient fait quelque chose de terrible. Elle accepta d'être interrogée le lendemain et, après être arrivée au poste dans un état de détresse visible, elle raconta aux 2 détectives tout ce qu'elle savait. Clara avait rencontré Léonard lors d'une foire de la Renaissance dans le comté de Marin, et ils se marièrent après être sortis ensemble pendant peu de temps. Autant qu'elle le savait, Léonard n'avait que 2 amis dans le monde entier. L'un d'eux, un Suédois d'1,73 m et pesant 182 kg, nommé Charles Gunnar, était le témoin à leur mariage. L'autre était un immigrant de Hong Kong nommé Charles Eng. Selon Clara, Charles était simplement apparu un jour et avait annoncé que Léonard lui avait donné la permission de s'installer dans leur maison familiale. La nouvelle fut quelque peu surprenante pour Clara, et comme vous pouvez l'imaginer, elle n'était pas très heureuse avec son mari. Mais Léonard lui assura que Charles ne resterait que quelques jours, car ils étaient associés dans une sorte d'entreprise commerciale. Les 2 hommes avaient servi dans le corps des marines des États-Unis et avaient immédiatement noué une amitié en conséquence. Quelques jours se transformèrent rapidement en quelques semaines, et quelques semaines en 5 longs mois avant que Charles ne parte enfin. Clara fut ravie de le voir partir, mais seulement quelques jours plus tard, Charles revint en pleine nuit avant que Léonard ne l'aide à décharger quelques caisses dans un hangar à l'arrière. Le lendemain matin, une équipe du SWAT du FBI fit une descente dans la propriété à l'aube, sortant Charles et Léonard de leur lit avant de les emmener à l'installation fédérale la plus proche. Ils furent accusés de volume de matériel militaire d'une valeur de $30 000 sur une base militaire américaine à Hawaï. L'ami de 182 kilos de Léonard paya sa caution, mais Charles était toujours techniquement un membre en service actif du corps des marines. En conséquence, il finit par purger 18 mois à Leavenworth après avoir été renvoyé avec déshonneur. Léonard se cacha dans les montagnes jusqu'à ce que le couple puisse se retrouver. Et, après la libération de Charles, ils emménagèrent dans la cabane du beau-père de Léonard dans le comté de Calaveras. Bien qu'elle fût la propriété de sa famille, Clara affirma qu'elle n'avait aucune idée de ce que Léonard et Charles faisaient dans la cabane et se mit en colère lorsqu'un des détectives sembla insinuer qu'elle le savait. Elle refusa immédiatement l'accès à la cabane et leur dit de ne plus jamais la contacter. Mais c'était déjà trop tard.
Le FBI avait tout ce qu'il fallait pour obtenir un mandat de perquisition immédiat et exhaustif. En coordination avec le département de police de San Francisco, le bureau du shérif du comté de Calaveras organisa une équipe de recherche de 17 hommes le matin du 4 juin 1985. La recherche commença sérieusement. Un examen initial de la zone entourant le bunker fermé et renforcé révéla une zone dégagée de 3 mètres de diamètre, montrant des traces de chaux et contenant des articles de vêtements. Craignant d'avoir découvert une sorte de fosse commune, l'équipe de recherche délimita la zone jusqu'à l'arrivée des spécialistes médico-légaux, puis se mit à accomplir d'autres tâches. L'une de ces tâches consistait à se rendre dans les propriétés voisines pour parler aux habitants. Une de ces maisons semblait être vide, mais après avoir contacté le propriétaire, on leur dit que c'était impossible. Beau Carter, le propriétaire, expliqua qu'il s'agissait d'une propriété locative et qu'une jeune famille devait y vivre. Il admit qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'eux depuis un certain temps et qu'ils étaient en retard de loyer, mais le propriétaire n'avait pas entendu de mauvaises nouvelles. Les adjoints du shérif demandèrent alors au propriétaire les noms des locataires. « Brenda O'Connor », répondit-il, et le nom de son partenaire est Lonnie Bond. Le lendemain, la police pénétra de force dans le bunker souterrain et y entra avec prudence. La pièce principale était un atelier de 6 mètres sur 4 mètres, équipé d'une grande variété d'outils à main et de scies électriques accrochés à un des murs. Beaucoup de ces outils semblaient tachés de sang, et sur la table se trouvait un étau cassé. En inspectant la deuxième pièce, plus petite, la police découvrit rapidement une grande chambre cachée derrière une porte déguisée en étagère en contreplaqué. À l'intérieur se trouvait un autre lit double, et gravé dans la tête de lit en bois se trouvaient les mots « Opération Miranda ». Il fut plus tard découvert que cela faisait référence au roman The Collector de John Fowles, dont un exemplaire se trouvait sur une table de chevet à côté du lit double. L'histoire raconte celle d'un malveillant collectionneur de papillons qui kidnappe une jeune femme avant de l'enfermer dans un sous-sol. Le livre n'a pas une fin heureuse. La jeune femme captive planifie de s'échapper, mais meurt d'une maladie inattendue avant de pouvoir le faire. Son ravisseur l'enterre amoureusement dans son jardin, puis prévoit de kidnapper une autre victime. Une pièce apparemment reliée à une petite cellule de détention contenait une variété de vieux équipements militaires. Il y avait des uniformes, des bottes et une vaste collection d'armes à feu de l'époque du Vietnam, comprenant des fusils d'assaut M16 et M14, des fusils de chasse Mossberg et des mitrailleuses légères M60. Sur le mur en face de la cellule de détention, il y avait une petite fenêtre insonorisée, équipée d'un viseur nocturne de l'époque du Vietnam. Il était évidemment destiné à être utilisé pour observer les captifs dans des conditions de faible luminosité. Et le fait que les ravisseurs soient au courant de chaque action des prisonniers a sans aucun doute terrifié ceux qui y étaient détenus. La petite salle d'observation et d'équipement était également couverte de diverses photographies spontanées, chacune montrant une jeune femme en état de nudité. Il était assez clair que chacune de ces photographies avait été prise à l'intérieur ou à proximité du bunker, et les expressions sur les visages des jeunes femmes étaient celles de la terreur absolue. Certaines des photographies montraient les victimes devant un fond comportant plusieurs personnages de dessins animés. La signification de cela ne serait comprise que plus tard dans l'enquête, lorsqu'un détective fut chargé de retrouver les jeunes femmes sur les photos. Il portait avec lui des copies des photos les moins obscènes au cours de son enquête et les montrait souvent aux personnes qu'il interviewait dans l'espoir qu'elles puissent les reconnaître. À un moment donné, le détective montra l'une des photographies à un homme, seulement pour détecter une reconnaissance immédiate dans ses yeux. Pour la frustration du détective, l'homme ne reconnut pas la jeune femme, mais il reconnut le fond avec les dessins animés. Le témoin avait l'habitude de travailler au centre correctionnel pour jeunes de South City et avait vu ce même papier peint presque tous les jours pendant son emploi. Les forces de l'ordre examinèrent alors les dossiers des employés de l'institution, espérant trouver le nom de Leonard Lake ou de Charles Eng enfoui quelque part. Ils ne trouvèrent aucun des deux, mais ils trouvèrent un autre nom qu'ils connaissaient, Clara Lynn Balaz, l'ex-femme de Leonard Lake. Le deuxième jour de la fouille de la cabane de Lake, un petit carnet caché fut trouvé dans l'une des chambres. Un analyste médico-légal examina soigneusement le carnet en utilisant des gants et une pince, prenant soin de ne pas effacer d'empreintes digitales ni de déplacer des fibres de cheveux. C'était un journal rédigé dans un style et un modèle identiques à ceux de Leonard Lake, et alors que les enquêteurs commençaient à lire, leur mâchoire faillit toucher le sol.
Presque toutes les pages du petit carnet de poche étaient remplies de CE qui équivalaient à une demi-confession et à un demi-manifeste, en faisant une lecture absolument terrifiante. Léonard était terrifié par la guerre nucléaire et croyait qu'un échange apocalyptique entre les États-Unis et l'Union soviétique était imminent. C'est pourquoi la cabane avait d'abord attiré son attention, car un endroit isolé et caché serait parfait pour construire un bunker de survie. Léonard semblait également s'être posé la question de la repopulation en cas d'apocalypse nucléaire et il prévoyait de transformer le bunker du comté de Calaveras ainsi que beaucoup d'autres à travers le pays en CE qui équivaudrait à des usines ABB. La seule chose qui lui manquait était ce que Léonard appelait le stock de reproduction. Le lendemain, les enquêteurs trouvèrent une autre cellule de détention cachée dans le bunker souterrain. La minuscule pièce ne contenait qu'un lit étroit, des toilettes chimiques, un désodorisant et un récipient d'eau avec de petits trous percés dans le mur, pour fournir juste assez de ventilation pour maintenir un prisonnier en vie. Quelques heures à peine après le 3e jour de la fouille, l'équipe médico-légale reçut une visite inattendue sous la forme de nul autre que la mère de Leonard Lake. Gloria Everline informa l'officier en charge sur les lieux qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis un certain temps et était profondément préoccupée par son bien-être. Le shérif Ballard fut obligé de lui annoncer que Leonard Lake était décédé des suites du cyanure qu'il avait ingéré le jour de son arrestation. Gloria prit la nouvelle terriblement et dut être escortée hors des lieux. Pour Ballard, ce n'était qu'un point de tension de plus dans l'affaire qui devenait rapidement un véritable cauchemar. Ce qui avait commencé comme un appel pour un volume à l'étalage s'était soudainement transformé en multiples enlèvements, viols et meurtres, avec l'un des suspects qui s'était suicidé et l'autre qui était un ex-marine ayant de la famille partout dans le monde. Au 4e jour de la fouille, littéralement des centaines d'articles personnels appartenant à des dizaines de personnes différentes furent récupérés d'un grand fossé qui avait été creusé près du bunker. Cependant, ce ne fut que dans les premières heures du lendemain matin que les premiers corps furent découverts. Les restes squelettiques de 2 personnes furent soigneusement retirés du sol et réassemblés dans une station médico-légale improvisée. Mais le processus était lent, et pendant ce temps, la police fit une autre découverte effrayante. En début d'après-midi, un seau scellé de 19 litres fut extrait du sol. La police découvrit qu'il contenait plusieurs effets personnels appartenant à des personnes qu'ils ne pouvaient qu'assumer être des victimes, ainsi que 2 cassettes VHS étiquetées Dams M, Cathy, Brenda. Tandis que les autres objets personnels étaient triés en fonction de leur propriétaire, les cassettes VHS furent emmenées au bureau du shérif local pour être visionnées. Cependant, le contenu des cassettes secoua les agents jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Une cassette montrait une jeune femme identifiée seulement comme Brenda, enchaînée à une chaise et suppliant des informations sur la santé de son jeune enfant. On entendait alors Lake lui dire « Ton bébé dort profondément, comme une pierre ». La seconde victime montrée sur la cassette était Brenda O'Connor, âgée de 19 ans, la voisine disparue de Léonard, qui vivait dans une maison à proximité. Sur la base de CE qui était dit dans la vidéo, les agents déduisirent que Lonnie Bond et son jeune fils, Lonnie Jr., avaient été tués avant que l'enregistrement ne soit fait. Lorsque la fouille prit fin, l'équipe avait déterré les restes de 7 hommes, 3 femmes et 2 jeunes enfants, ainsi que 20 kilos de fragments d'os non identifiés. Au total, la police soupçonnait que jusqu'à 25 corps étaient enterrés autour de la cabane et du bunker adjacent. C'était une véritable maison des horreurs, un endroit où 2 tueurs en série incroyablement sadiques avaient opéré en toute impunité pendant près de 2 ans et demi. Tandis que le shérif Ballard et son équipe travaillaient jour et nuit pour récupérer les restes des victimes, le FBI prit en charge la recherche de Charles Eng, disparu. Charles était né sur le territoire britannique de Hong Kong la veille de Noël 1961. Il grandit en tant que fils d'un homme d'affaires riche dans le giron du luxe, avec toutes les opportunités dont il pouvait rêver. Cependant, Charles développa une sorte de côté rebelle. Il fut expulsé de plusieurs écoles tout au long de son adolescence. Pour le redresser, le père de Charles l'envoya dans un pensionnat de classe supérieure extrêmement strict dans le comté anglais du Yorkshire. L'oncle paternel de Charles était l'un des professeurs de sciences de l'école et on s'attendait à ce qu'être sous sa protection améliore son comportement. Au contraire, le comportement de Charles ne fit qu'empirer. Il sembla développer un grave cas de kleptomanie, volant constamment à l'école, à ses camarades de classe et dans un grand magasin de la ville voisine.
En fin de compte, l'école qui était censée le réformer se trouva obligée de l'exclure, affirmant qu'il n'était tout simplement pas capable de se réformer. Charles retourna à Hong Kong et passa les années suivantes à causer des problèmes à ses parents. Lorsqu'ils menacèrent de le déshériter complètement, il obtint un visa d'étudiant pour étudier aux États-Unis, mais abandonna le collège Notre-Dame à Belmont, en Californie, après seulement un semestre à la fin de 1977. À la fin de 1979, Charles s'enrôla dans le corps des Marines des États-Unis, mentant sur son lieu de naissance et prétendant être natif de Bloomfield, dans l'Indiana. Bien qu'ils aient tenté de dissuader un recrut potentiel, les Marines acceptèrent sa candidature. Pour la première fois de sa vie, Charles dut ressentir qu'il appartenait à un endroit. Les Marines lui apportèrent la discipline qui lui avait échappé toute sa vie, et il se distingua dans presque toutes ses tâches. En 1981, Charles fut promu au grade de caporal, mais une glissade constante dans la discipline le conduisit à reprendre ses anciennes habitudes. Quelques mois à peine après sa promotion, Charles vola des caisses et encore des caisses de fusils et de grenades à main, avec l'intention de les vendre à des groupes du crime organisé. Quelques jours à peine après avoir été capturé, Charles parvint à s'échapper de la garde militaire et se dirigea ensuite vers la Californie, où il finit par rencontrer Leonard Lake. À l'âge de 19 ans, Lake quitta une maison privilégiée bien que quelque peu instable et s'enrôla dans le corps des Marines des États-Unis. Il fut formé en tant qu'opérateur radar et fut rapidement déployé au combat pendant la guerre du Vietnam. Cependant, les tensions de la guerre de contre-insurrection eurent un effet dévastateur sur la psyché de Lake et il finit par recevoir un traitement pour avoir montré des réactions psychotiques naissantes. Après son traitement psychiatrique, il fut jugé à nouveau apte au combat. Mais sa deuxième tournée de service fut interrompue après quelques mois pour des problèmes médicaux non spécifiés. Après avoir reçu la médaille du service au Vietnam, la médaille de la campagne du Vietnam et 2 autres médailles pour bonne conduite, Lake fut libéré pour des raisons médicales et s'installa à San José, en Californie. Il fréquenta brièvement l'université d'État de San José, mais abandonna. À peu près à la même époque, il commença un traitement de santé mentale à l'hôpital des anciens combattants d'Oakland. Quelques années plus tard, survint la rencontre fatidique à la foire de la Renaissance, où Léonard rencontra sa future épouse, Clara Lynn, alors qu'il tenait un stand dans lequel il avait déguisé une chèvre en licorne. Ils se marièrent en 1981 et déménagèrent ensuite dans le comté de Mendocino, dans le nord de la Californie. C'est là que Lake devint obsédé par le survivalisme et le résultat d'un conflit nucléaire mondial. Après la découverte du bunker et après avoir pris un volume d'American Airlines pour Chicago, Charles Zeng s'enregistra au Château Hôtel sous le nom de Mike Komodo. Après 4 jours, il se rendit à Détroit, puis traversa la frontière pour se rendre au Canada en pleine nuit. Il échappa à une chasse à l'homme continental pendant 34 jours, mais tout comme dans l'entrepôt de bois de Californie, son penchant pour le volume à l'étalage fut sa perte. Le samedi 6 juillet 1985, 2 agents de sécurité travaillant dans un supermarché de Calgary remarquèrent un homme asiatique tentant de voler plusieurs aliments. Lorsqu'il fut confronté, l'homme sortit un petit pistolet et menaça de les tuer s'ils ne reculaient pas. Au lieu de se plier, les 2 agents de sécurité le plaquèrent au sol. Pendant l'altercation, un des agents fut blessé par balle à la main. Par la suite, l'agresseur fut accusé au poste de police métropolitaine de Calgary de volume, de tentative de volume, de possession d'une arme à feu et de tentative de meurtre. Cependant, lorsque la nouvelle de son arrestation parvint aux États-Unis, il devint clair que l'homme était Charles Eng. Il n'y eut pas beaucoup de célébrations, car les autorités américaines étaient conscientes qu'en raison d'un traité d'extradition de 1976 avec les États-Unis, le Canada refuserait d'extrader tout prisonnier accusé d'un crime capital passible de la peine de mort. Pendant que les diplomates tentaient de garantir son extradition, 2 détectives de San Francisco interrogèrent Eng dans sa cellule à Calgary. Charles affirma que Leonard Lake était le cerveau derrière la plupart des meurtres dans le bunker, mais il avoua avoir aidé à démembrer et à éliminer le corps de Paul Costner. Alors que NG faisait face à une peine de 4 ans et demi pour volume à main armé au Canada, le système judiciaire américain commença le long processus d'extradition. Cela prit presque 6 ans, mais le 26 septembre 1991, le gouvernement canadien le livra aux autorités américaines. Quelques heures après sa libération au Canada, Charles fut incarcéré à la prison de Folsom en Californie. Cependant, avec sa connaissance du droit pénal américain, il parvint à retarder son procès pendant encore 7 ans. Finalement,
En octobre 1998, le procès de Charles Chitat-Eng commença. Au cours des mois suivants, le jury fut présenté avec des preuves détaillant comment Léonard et Charles sélectionnaient, kidnappaient et emprisonnaient leurs victimes dans la cabane. Là-bas, les victimes étaient abusées, torturées et tuées. Le jury visionna des extraits des cassettes VHS montrant l'abus et la torture de Cathy Allen et de Brenda O'Connor. Le procureur tenta également de leur montrer des extraits du journal de Léonard qui documentait ses peurs d'un apocalypse imminente et son désir de repeupler la Terre, mais le juge-président refusa, arguant que les opinions personnelles de Lake n'étaient pas pertinentes pour l'affaire. L'avocat de la défense de Charles argumenta qu'il n'était qu'un complice involontaire et qu'il n'avait coopéré avec Léonard que par crainte de perdre sa propre vie. Le jury vit à travers la défense et, à la conclusion de son procès en février 1999, ils déclarèrent Charles coupable de 11 chefs d'accusation de meurtre. Charles fut condamné à mort, le juge-président rejetant immédiatement une motion visant à réduire la peine à la réclusion à perpétuité. Beaucoup ont suggéré que seuls Charles et Léonard n'étaient que des solitaires mécontents, mais ensemble, ils formèrent ce que les psychologues pourraient appeler une gestalt. Essentiellement, ils se stimulaient mutuellement, activant et cultivant les tendances les plus sombres de l'autre jusqu'à ce qu'ils franchissent enfin une ligne psychologique qui leur permit de kidnapper, violer et tuer sans remords. Beaucoup ont fait valoir que cette ligne rouge s'était manifestée sous la forme de Donald Lake, le jeune frère de Léonard. Le jeune homme de 32 ans souffrait de graves problèmes mentaux à la suite d'un accident de train lorsqu'il était enfant. Il fut décrit comme un jeune homme doux et gentil, mais il devint l'objet de la colère croissante de Léonard lorsqu'il atteignit la trentaine. Léonard le décrivit un jour comme une sangsue et, indirectement, dit à Clara Lynn Balaz qu'il ne méritait pas de vivre. Peu de temps après, Léonard passa chez sa mère en affirmant qu'il pouvait lui trouver un emploi de gardien à San Francisco. Donald ne fut jamais revu. Il est assez clair que Léonard fut capable de justifier le meurtre de Donald à travers une perception pervertie de propriété sur lui, une logique qu'il appliqua sans doute à ses autres victimes. Après tout, si quelqu'un peut se tromper au point de croire que ses actions sauvent l'humanité, il est terrifiant de considérer les atrocités qu'il peut commettre. Né le 6 novembre 1955, Alton Coleman a grandi dans une petite ville à faible revenu à environ 48 km au nord de Chicago, dans l'Illinois. Il a eu une enfance difficile, avec une tendance à mouiller son lit, ce qui lui a valu le cruel surnom scolaire de Pissy. Cette humiliation a poussé Alton à devenir un enfant silencieux et réservé, qui préférait la solitude à la compagnie des autres. Cependant, ce n'était pas seulement le harcèlement sévère qui a conduit Alton à mener une existence solitaire. « Je savais qu'il était différent, même enfant », a dit un proche de la famille. Puis, en grandissant, il s'est intéressé à des choses assez sordides. À l'adolescence, la police locale connaissait Alton comme un fauteur de troubles en raison de son habitude de briser les fenêtres de ses voisins dans le projet de logements sociaux de Waukegan, où il vivait. À mesure qu'Alton grandissait, son penchant pour la criminalité s'est poursuivi, mais contrairement à beaucoup de ses pairs délinquants, Alton avait un talent particulier pour déjouer le système. Il était doué pour tromper les jurés, a déclaré le lieutenant de police de Waukegan, Mark Hansen. Il était aussi doux que de la soie. Il pouvait raconter une bonne histoire au tribunal. Il savait comment se faire passer pour une personne décente. Il était rusé, un véritable criminel professionnel. Cependant, Alton ne se contentait pas d'éviter la prison en trompant les jurés. Il était également expert en toutes sortes d'intimidations de témoins. Curieusement, beaucoup de personnes qu'Alton a agressées et volées au fil des années étaient convaincues qu'il pratiquait la magie vaudou ancienne. Cependant, il semble aussi qu'à un moment donné, Alton ait cessé de parler uniquement de malédiction et d'esprits vengeurs et ait commencé à y croire réellement. En 1983, la consommation de drogues et d'alcool d'Alton avait provoqué une détérioration marquée de sa santé mentale, exacerbée par une croyance fervente dans le pouvoir du vaudou. Alton a commencé à montrer des symptômes de plusieurs troubles psychiatriques graves, terrorisant sa famille, et ses amis et ses voisins. À un moment donné, la sœur d'Alton l'a dénoncé à la police après qu'il ait sauvagement battu et tenté de violer sa propre nièce de 8 ans.
3 semaines plus tard, elle a retiré les accusations, affirmant qu'il y avait eu un malentendu, mais l'État a poursuivi l'accusation en raison de la gravité des charges. Cependant, la victime étant incapable de témoigner et le témoin clé refusant de déposer, l'État n'a eu d'autre choix que d'abandonner l'accusation, bien que le juge-président ait offert son avis professionnel. « Je crois que la femme, telle qu'elle se présente ici aujourd'hui, est terrorisée par cet homme », a-t-il dit, insinuant qu'elle protégeait Alton en qualifiant sa version des faits de « totalement invraisemblable ». C'était la 5e fois qu'Alton était le principal suspect dans une affaire d'agression, mais une fois de plus, il a réussi à échapper à une condamnation. Finalement, au début de 1983, Alton a découvert qu'il était recherché en relation avec le viol et le meurtre d'une jeune fille de la banlieue de Chicago, et il a pris la fuite. Il est très probable qu'Alton savait qu'il serait condamné, et, étant donné que le meurtre dans l'Illinois entraînait encore la peine de mort à l'époque, il savait que son temps dans ce monde était compté. Ce qui a suivi a été l'une des vagues de crimes les plus horribles et violentes de toute l'histoire des États-Unis, et elle a commencé avec une jeune femme nommée Deborah Brown. Deborah n'avait pas de casier judiciaire avant de rencontrer Alton et était fiancée à un autre homme avant qu'il ne la convainque d'annuler les fiançailles. Il ne fait aucun doute qu'elle était follement amoureuse de lui, mais il est également certain qu'Alton a soumis Deborah à des abus physiques et émotionnels horribles. Elle était l'une des 11 enfants, fille d'un père alcoolique abusif et d'une mère héroïnomane, et avait subi un grave traumatisme crânien lorsqu'elle était bébé. En conséquence, Deborah était légèrement plus lente que ses autres frères et sœurs, ce qui a entraîné des coups brutaux de la part d'Alton Coleman. Étant une associée bien connue d'Alton, Deborah a été interrogée par la police en relation avec l'endroit où se trouvait Alton le 1er juin 1984. Elle a nié avoir connaissance de son emplacement et a ensuite immédiatement informé Alton. Puis, le 5 juin, les deux ont disparu de la ville de Chicago. Utilisant des identités frauduleuses, le couple a loué un petit appartement à Gary, dans l'Indiana, et pendant les 2 semaines suivantes, ils ont tenté de rester discrets. Mais ensuite, le 18 juin, la petite fille de 7 ans, Tamika Turks, et sa tante de 9 ans ont disparu lors d'une sortie habituelle dans un magasin voisin. La fille aînée a été retrouvée vivante, mais dans un état critique, seulement quelques heures plus tard, mais la petite Tamika restait introuvable. Le lendemain matin, le corps sans vie de la fillette de 7 ans a été découvert dans une zone boisée à la périphérie de Gary. Quelqu'un l'avait littéralement piétinée à mort. Lorsque la fillette de 9 ans s'est réveillée à l'hôpital, elle a donné un récit déchirant de ce qui s'était passé. Après avoir été enlevée sous la menace d'un couteau par un homme et une femme plus âgée, la fillette de 9 ans a été forcée d'assister à la soumission de sa jeune nièce, alors qu'il sautait à plusieurs reprises sur sa poitrine et son ventre. Les dégâts ont fracturé des côtes et perforé des organes vitaux, laissant la petite fille sans aucune chance de survie. Le couple a ensuite procédé à une brutalité extrême sur la fillette aînée, mais pour une raison inconnue, ils ont décidé de la laisser en vie. Aujourd'hui, elle souffre d'un traumatisme extrême à la suite de l'incident et est sujette à des flashbacks débilitants. Elle se met à crier et à pleurer comme si quelqu'un la frappait à la tête, a déclaré Mary Hillard, la mère de la fillette. Pendant ce temps, la mère de Tamika a dû quitter l'Indiana pour échapper à des souvenirs si douloureux. Quelques heures seulement après la découverte du corps de Tamika Turks, les parents de Donna Williams, 25 ans, l'ont signalée comme disparue. 2 jours plus tard, une autre femme a été prise en otage en périphérie de Détroit par un couple correspondant à la description d'Alton et Deborah. La seule raison pour laquelle elle a échappé à la mort est qu'elle a réussi à tromper le couple en leur faisant croire qu'elle allait s'écraser en voiture à grande vitesse, les tuant tous dans le processus. Alton et Deborah ont continué à voler plusieurs autres personnes avant de finalement fuir Détroit, déclenchant une chasse à l'homme interétatique de proportions épiques. Cependant, le couple s'est avéré extrêmement difficile à localiser. Non seulement ils avaient l'habitude de se lier d'amitié avec des bons samaritains qui les cachaient souvent de la loi, mais ils désorientaient parfois les autorités en volant une voiture pour l'abandonner rapidement, comme s'ils savaient que cela désorienterait la police. Lorsque le corps de Donna Williams a été retrouvé dans une maison abandonnée près de l'université d'État de Wayne, Alton et Deborah étaient arrivés à Toledo, dans l'Ohio. De là, le couple s'est dirigé vers le sud, en direction de Cincinnati, où ils ont assassiné une femme nommée Marlene Waters dans le sous-sol de sa propre maison. Son mari a été retrouvé plus tard gravement battu, mais vivant, dans une tentative apparente de laisser une victime en vie, mais traumatisé par la mort de son proche, dont le meurtre, sans aucun doute, il a été forcé de voir.
La voiture de Marlene Waters a été retrouvée abandonnée quelques jours plus tard dans un champ de maïs à la périphérie de Lexington, dans le Kentucky. Alton et Deborah l'avaient laissé là pour donner l'impression aux autorités qu'ils se cachaient à Lexington, mais en réalité, ils se sont détournés vers la ville voisine de Williamsburg pour poursuivre leur série de crimes. Le lundi 16 juillet 1984, un professeur de sciences politiques nommé Olen Carmichael rentrait dans sa chambre d'hôtel après une longue journée de conférences et de séminaires. Olen n'était pas local et avait séjourné à l'hôtel pendant son séjour temporaire au Baptist College dans les montagnes du Kentucky. Il se gara sur le parking de l'hôtel, coupa le moteur, puis sortit et verroua la porte de sa voiture. Mais au moment où il se retourna, il se trouva face à 2 armes pointées sur son visage. « On m'a dit que ma vie valait moins que mon argent, et on m'a demandé si ma vie valait plus que mon argent », se souviendra plus tard Olen. Sachant qu'il ne devait pas répondre, il obtempéra et remit son portefeuille, les clés de sa voiture et toutes les pièces qu'il avait sur lui. Mais alors qu'Olen pensait que les voleurs avaient fini avec lui, ils ouvrirent le coffre de sa voiture et lui ordonnèrent de s'y glisser. Alton et Deborah conduisirent le professeur terrifié jusqu'à Lexington, dans le Kentucky, où ils s'arrêtèrent dans un endroit isolé pour le fouiller. « Qui t'aime assez pour rassembler de l'argent ?» lui demandèrent-ils. Olen répondit que sa femme pourrait peut-être rassembler une somme. Alton l'obligea alors à l'appeler depuis une cabine téléphonique pour lui dire qu'il avait une dette de jeu, et que s'il ne ramenait pas tout l'argent qu'elle pouvait rassembler à une cabine téléphonique au centre de Richmond, dans le Kentucky, il serait tué. Alton déclara qu'il rappellerait une fois arrivé à l'endroit convenu, mais pour une raison inconnue, ils abandonnèrent la voiture sur l'I-75 avec Olen, toujours enfermé dans le coffre. Ils n'avaient aucune idée de pourquoi ils avaient décidé de ne pas récupérer l'argent, que l'épouse d'Olen était pourtant prête à remettre. Ce mouvement fut une nouvelle diversion, et bientôt les corps de 2 autres victimes furent découverts dans l'Ohio. Alton et Deborah se dirigèrent ensuite vers Indianapolis, où ils assassinèrent Eugene Scott, 75 ans, avant de voler sa voiture. Après une vague de crimes qui avait duré 53 jours, Alton et Deborah retournèrent dans la région de Waukegan le 20 juillet. Cela semble être un mouvement incroyablement étrange, étant donné leur notoriété à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, ils décidèrent de se promener dans un parc local avant d'assister à un match de basket improvisé. Ils furent reconnus en quelques minutes après s'être assis dans les gradins, et sous le prétexte d'aller chercher une boisson, un des spectateurs se précipita pour appeler la police. En moins de 30 minutes, tout le parc Mason était rempli de policiers. Cependant, lorsque ceux-ci se révélèrent et se jetèrent pour procéder à l'arrestation, Alton resta impassible. « Vous avez arrêté le mauvais homme, officier », dit-il à l'un des policiers tout en coopérant tranquillement. Deborah Brown resta silencieuse, se présentant seulement sous le nom de Dennis Johnson lorsqu'on le lui demanda. Tous deux semblèrent penser qu'ils pourraient s'en sortir en parlant, mais lorsqu'une arme chargée et un couteau furent retrouvés en leur possession, leur arrestation fut assurée. Lorsque la nouvelle des arrestations fit les gros titres, tout le Midwest poussa un soupir de soulagement collectif. Ceux qui assistèrent aux arrestations déclarèrent qu'Alton semblait épuisé et amaigri par rapport à sa photo sur les affiches de recherche, et la police supposa même que leur tentative audacieuse d'assister à un match de basket était leur manière de se rendre. Après tout, ce couple semblait avoir maîtrisé les arts de la diversion, de l'évasion et de la confusion, et comme l'a dit un officier de police, on aurait dit qu'ils étaient simplement à bout de force. Arrivés au poste de police le plus proche, Alton et Deborah furent interrogés séparément, mais ils invoquèrent tous deux leur droit de garder le silence. Cependant, après avoir été transférés dans un établissement fédéral et réalisant la gravité de sa situation, Deborah Brown accepta de parler. Lors d'une interview détaillée de 2 heures, Deborah donna un récit complet et sincère de leur violente série de crimes. Mais malgré sa coopération avec les autorités, la gravité de ces crimes était trop sévère pour mériter une simple peine de prison à vie. Finalement, elle fut condamnée à mort pour les meurtres qu'elle avait commis et fut confinée dans le couloir de la mort de la prison d'État de l'Indiana. Alton connut le même sort et fut exécuté par injection létale au centre correctionnel du sud de l'Ohio le 26 avril 2002 à l'âge de 46 ans. Il passa ses derniers jours à faire appel de sa condamnation à mort, mais malgré le fait qu'un de ses appels ait atteint la Cour suprême des États-Unis, il ne reçut aucune clémence. Les familles des victimes du couple furent autorisées à assister à l'exécution par le biais d'une diffusion télévisée sécurisée, bien que l'événement ne fût pas enregistré. Pour son dernier repas,
Alton demanda un steak de filet mignon avec des champignons sautés, des poitrines de poulet frits, des pains de maïs avec sauce brune, des frites, du brocoli au fromage, une salade avec une vinaigrette française, des rondelles d'oignons, des feuilles de chou vert, une tarte aux patates douces avec de la crème fouettée, de la glace à la pacane au beurre et un Coca-Cola cerise. La salle d'observation donnant sur la chambre d'exécution à Lucasville ne peut accueillir que 12 personnes, avec une porte séparant les témoins représentant le condamné de ceux représentant les victimes. Alton Coleman invita un conseiller spirituel avec son équipe juridique. C'est eux qui rendit la petite salle d'observation encore plus exiguë que d'habitude. À 10 heures du matin, Alton entra dans la chambre de la mort portant un châle de prière non confessionnel avec des croix et des étoiles de David sur son uniforme de prison. Après s'être allongé calmement sur la civière d'exécution, il sembla dire quelque chose aux observateurs, mais en raison du verre épais de la chambre, ils ne purent l'entendre. Il resta immobile pendant que les gardiens ajustèrent les sangles, puis connectèrent les lignes contenant les 3 substances chimiques à une canule déjà fixée à son bras. Un officier de la prison lui demanda s'il avait des dernières paroles, mais Alton secoua simplement la tête avant que le processus d'exécution ne commence. Bien que seulement 3 substances chimiques soient utilisées pour exécuter un prisonnier, une pour induire l'inconscience, une autre pour arrêter la respiration et une 3e pour arrêter le cœur, un total de 8 seringues fonctionnent automatiquement une fois le bouton pressé. Il faut souvent 2 ou 3 longues minutes pour que toutes les seringues se vident, et à mesure que les médicaments commençaient à faire effet, Alton se mit à réciter le psaume 23. Lorsqu'il atteignit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », le pentotal sodique fit effet, et il perdit conscience. Finalement, il fut déclaré mort exactement à 10h30. Ce fut la fin d'un chapitre douloureux dans la vie des familles de leurs victimes, dont beaucoup affrontaient un long et déchirant chemin de retour à la normalité. La grand-mère de Tamika Turks, 7 ans, déclara que les survivants ne connaîtraient jamais la paix. « Nous ne serons jamais les mêmes, dit-elle, car ce qu'on nous a pris ne peut être restitué.